Chers étudiants inscrits au semestre 2 de la filière SVTU, je vous propose donc une autre série de TD relative donc à la partie isomérie et nomenclature. Donc on va traiter un certain nombre d'exercices. L'exercice 1 demande donc de donner les noms systématiques relatifs aux structures suivantes. Nous avons au total 5 structures. Donc on va chercher à déterminer le nom en appliquant les règles de nomenclature. L'autre exercice, donc, on considère la molécule A représentée sur la diapo. On cherche donc le nom de cette molécule A ainsi que celui de l'isomère B1 obtenu par permutation des substituants amine et méthyle. Autrement dit, le méthyle va remplacer l'amine et vice-versa. C'est ce qu'on appelle la permutation. Après, donc, toujours dans l'exercice 2, on demande la structure B2 est obtenue par rotation selon l'axe C2-C3 de la molécule B1 et on demande donc de dessiner la représentation de Neumann de B1 et B2 selon leur axe C2 et C3. La question C, on cherche à déterminer l'angle de rotation et indiquer la relation d'isomérie qui lie B1 et B2. Et finalement, on cherche à déterminer, donc, ou à représenter, selon Fischer, ces deux structures B1 et B2. Donc on commence avec cette molécule-là, toujours pareil. Donc lorsque je cherche à déterminer le nom d'une molécule, je me pose la question, est-ce que cette structure contient une fonction principale? Ici la réponse est oui. Donc nous avons une fonction principale qui est la fonction ester. On peut la représenter de cette manière-là. C'est O méthyle, je rappelle que c'est un CH3. CH3, donc c'est la même chose que méthyle. Éthyle, c'est C2H, C2H5, etc. Donc là, à partir du moment où on a la fonction principale, on sait que le carbone de la fonction principale, dans ce cas-là, va porter le numéro 1. Après, on va chercher à déterminer la chaîne principale. La chaîne principale, par la suite, donc on se promène sur les différentes possibilités et on commence par la première règle qui dit que la chaîne principale doit contenir des liaisons multiples s'il y en a. Donc on voit qu'on est dans ce cas-là. Donc on a une seule possibilité qui permet d'avoir la liaison multiple et tout en se promenant sur la chaîne. Donc la chaîne principale est celle qui est ici. Donc qu'est-ce qu'on fait dans la deuxième partie, la deuxième étape? On va numéroter la chaîne principale. 2, 3, 4, 5 et 6. Il ne faut pas oublier que ce CH3 fait partie de la chaîne. Ce n'est pas un substituant. Parce que tant que la chaîne carbonée n'est pas rompue, on continue la numérotation. Donc tous ces éléments-là font partie de la chaîne principale. Vous voyez ici que nous avons un méthyle qui fait partie de la chaîne, mais ici ce méthyle-là, c'est un substituant. Donc là, c'est un ester, donc on va le nommer comme alcanoate d'alkyle. Alkyle donc dans ce cas-là, c'est le méthyle. Donc on commence par quoi? On commence, bien entendu, par ordre alphabétique. On voit très bien que nous avons le brome qui commence par un B. Donc on met son numéro 3, bromo. Puis suivi de chloro qui est en position 4, chloro. Puis nous avons le méthyle en position 2, 2 méthyle. Après, c'est quoi comme alcane de base? Nous avons un alcane qui contient 6 carbones, c'est hexanoate de méthyle. Donc 3 bromo, 4 chloro, 2 méthyle, hexanoate de méthyle. Donc ce méthyle-là, ce dernier méthyle, c'est celui-là qui est à ce niveau-là.
l'autre structure, on voit que nous avons un cycle, donc un cycle qui contient une double liaison. Donc bien entendu, la chaîne principale, c'est ce cycle-là, avec sa double liaison. Et là, il nous restera à trancher au niveau de la numérotation. Par quoi on commence? Parce que si on commence par ce bout-là, on voit que 1, 2, 3, le brome va se situer en position 3. Si on commence de ce côté-là, on voit que le brome va avoir la position numéro 5. Et comment on décide dans ce cas-là? On décide, c'est-à-dire que l'indice le plus petit dans la numérotation doit être attribué au substituant qui apparaît dans l'ordre alphabétique, ou le premier dans l'ordre alphabétique. Dans ce cas-là, c'est le brome. Donc, on numérote plutôt, dans ce cas-là, bien entendu à la base, il faut que la double liaison multiple ait l'indice le plus petit. Après, on va décider au niveau des autres substituants. 3, 4, 5. Donc, bien entendu que je rappelle, pourquoi c'est pas dans l'autre, pourquoi c'est pas 1, 2, 3, parce que dans les deux cas, le substituant est en position 3, mais cette voie-là permet d'avoir le substituant bromo en position 3 avec un indice plus petit parce que c'est lui qui apparaît dans l'ordre alphabétique avant le M de méthyle. Donc ça, cette possibilité-là, on va la retirer. Donc on place nos substituants dans l'ordre d'apparition et bien sûr à respecter l'ordre alphabétique. Donc c'est 3 bromo, 5 méthyle, après on passe, où nous avons un cycle cyclopente, et bien entendu, en position 1, nous avons une liaison double, pentène, pent, 1N ou pentène. Lorsqu'on dit pentène, on comprend très bien que la double liaison est positionnée en position 1, mais on peut l'indiquer sans souci. Donc pour cette molécule-là, la structure numéro 3, donc on voit qu'il n'y a pas de fonction principale, par contre, il y a des liaisons multiples. Donc qu'est-ce que dit la règle? Dit que la chaîne principale doit contenir le plus grand nombre de liaisons multiples. Si on prend cette possibilité-là, qui commence par là, on voit très bien que cette chaîne contient 7 carbones. 7 carbones. Après, on a également l'autre possibilité qui commence par là également et qui se termine ici avec 7 carbones également. Après, vous avez, bien entendu, l'autre possibilité qui est ici, on va mettre ça avec un carré, qui commence là et qui se termine là, qui contient à son tour 7 carbones. Donc là, on n'arrive pas à trancher, donc il va falloir introduire l'autre règle. C'est-à-dire les 3 possibilités, nous avons 2 liaisons multiples dans la chaîne avec 7 carbones. Donc qu'est-ce que dit la règle suivante? Faites attention parce que là, il y a un carbone. C'est un carbone hybridé sp3, c'est pour ça qu'on l'a schématisé de manière linéaire. Donc qu'est-ce que dit la règle? Nous avons 3 possibilités avec le même nombre de liaisons multiples. Après, au niveau des carbones, parce que c'est la règle suivante, il faut que parmi ces possibilités, c'est la chaîne qui a le plus grand nombre de carbones qui va être privilégiée. Mais on est dans le même cas parce que dans tous les cas, nous avons 7 carbones. Et on passe à la règle suivante qui dit que la chaîne principale doit contenir le plus grand nombre de liaisons doubles. Donc on voit que nous avons la seule possibilité, c'est celle-là. Donc la chaîne principale va être celle-ci. Donc après on va la numéroter. Si on commence à droite, donc on voit que nous avons 1, 2, 3, 4. Donc les substituants vont se trouver en position 4. Et si on commence par la gauche, 1, 2, 3, 4, les substituants vont se trouver en position numéro 4. Donc on est dans le même cas. Donc on commence par n'importe quel côté. Ici par exemple, 1, 2, 3,
4, 5 et 6. Donc après, tout ça, c'est un substituant, et ça également, c'est un substituant. Donc on va commencer à l'écrire. Nous avons bien entendu les substituants qui, eux aussi, sont des chaînes carbonées. Donc le numéro 1 est porté par le carbone qui est lié directement à la chaîne. 2, 3. Et la même chose ici. 1, 2, 3. Donc on va écrire ce premier groupement, ce sont des groupements propyles avec à leur tour des substituants. Donc ce groupement propyle ici, il est en position, bien entendu, 4 sur la chaîne, 4. Après, on ouvre le crochet pour mettre à l'intérieur tout ce que je vois ici sur le substituant. Donc nous avons un méthylpropyle. Donc je sais terminer pour ce substituant. Après je m'intéresse à l'autre substituant, c'est-à-dire celui-là, qui est à son tour en position 4. Et cette fois-ci, c'est prop. Nous avons une triple liaison en position 2. 2 ényle, puisque c'est une alcyne, une position, donc une triple liaison. Après, je m'intéresse maintenant à l'autre structure qui est donc 4, 5 plutôt, 6 et 7 carbone. Donc c'est hept, et j'indique la position, donc les doubles liaisons. Nous en avons une double liaison en position 1 et une autre ici en position 6. Heptadiène. Heptadiène, puisque on a deux doubles liaisons. Donc c'est 4 1-méthylpropyle, 4 prop de ényle, hepta, 1,6-diène. Lorsque nous avons le nom de ce type-là, c'est-à-dire on doit écrire un D ou un tri pour triène, etc., on rajoute un A, puisque pour éviter qu'on ait deux consonnes à proximité. Après, on passe à la quatrième structure, dans laquelle, donc on va regarder cette structure-là. On voit que nous avons une fonction principale qui dépasse la fonction amine et OH, qui est la fonction aldéhyde ici. Aldéhyde. Donc on est dans le cas où l'aldéhyde est branché directement sur le cycle, donc on est dans le cas de carbaldéhyde. Donc là, bien entendu, le numéro 1 n'est pas porté par la fonction principale, mais il est porté par le cycle. 1. Et on va dans ce sens-là, puisque on a une liaison multiple qui doit avoir l'indice le plus petit. 3, 4 et 5. Après, nous avons tout ça, c'est un substituant. Et la numérotation va être de cette manière-là. Pareil, la liaison multiple doit avoir l'indice le plus petit. 3, 4, 5 et 6. Donc on commence par mettre le substituant qui est en position 2 sur le cycle. J'ouvre le crochet pour mettre tout ça, ce bloc qui est à droite à l'intérieur du crochet. Donc on voit que nous avons en position 4 une fonction, un substituant amino. En position 5, hydroxy. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Cyclo-hex. Donc en position 2, ényle. Je ferme le crochet et je termine. Donc je reviens à ma chaîne principale qui est une cyclo-pente. Donc nous avons position 2, N. Et je termine par carbaldéhyde pour dire que nous avons en position carbaldéhyde. En position 1 sur le cycle, une fonction aldéhyde qui s'est branchée. Donc le nom, c'est deux
4 amino 5 hydroxycyclohexes de énil, cyclopente de N-carbaldéhyde. La dernière structure, donc là, comme vous le voyez, nous avons les fonctions principales et son nombre de 2, acide, qu'on peut représenter également sous cette forme. Donc, la règle dit que lorsque nous avons des fonctions principales, plusieurs fonctions principales sur une chaîne, la chaîne principale contient le plus grand nombre de fonctions principales. Là, on voit que c'est le cas, nous avons 2 acides, donc la chaîne principale, on n'a pas le choix, on commence par ici et on termine par là. Donc après, au niveau de la numérotation, on commence par ici 3, 4, 5, 6 et 7. Pourquoi? Parce que on fait la somme des indices, c'est-à-dire ce substituant-là est en position 2, celui-là en position 3 et le dernier, celui-là en position 6. Donc c'est ça qui nous donne la somme des indices 2 plus 3 plus 6 qui est égale à, à 11. Que si on avait commencé de l'autre côté, nous aurons une somme qui est beaucoup plus importante que ce cas-là. Donc là, on commence par acide, bien entendu, pour dire qu'on est dans le cas des acides. On place nos substituants. On voit que c'est l'hydroxyle qui va être tout d'abord mis, puisqu'il commence par le H. Il est en position 3, hydroxy. Après, vous avez ici l'éthyle et ici le propyle. Donc, quand je commence par mettre en position 6 éthyle. Après, vous avez ce groupement-là, ce substituant-là, qui est le groupement propyle, qui est en position 2 de la chaîne principale. Donc, je le mets ici. Je reviens à la ligne pour éviter que je déborde de l'autre côté. 2, donc, prop. Bien entendu, il va falloir numéroter 2, 3, prop, 1, énil, pour dire que la position, donc il y a une double liaison sur le carbone numéro 2, qui démarre sur le carbone numéro 2, prop 1, énil. Après, nous avons une chaîne principale qui contient 7 carbones, donc c'est hept. Sans oublier bien entendu que nous avons une double liaison position 4. 4 N. Et on indique également la position des acides. Il y en a une en position 1 et l'autre en position 7. N dioïque. Pour dire que nous avons 2 fonctions acides. Donc le di, il est important dans ce cas-là. Donc sans oublier pour les acides de commencer par l'acide et de mettre le di pour lorsque nous avons par exemple 2 fonctions acides. On passe au deuxième exercice. On demande de donner le nom de cette molécule-là ainsi que celui de son isomère donc B1 obtenu par permutation de l'amine et du méthyle. Donc le nom de cette molécule-là, c'est nous avons une fonction acide. Donc on a dit que la fonction principale porte le numéro 1. Après, on continue la numérotation de cette manière-là. On a un substituant éthyle en position 2 et amine en position 3. Donc c'est tout simplement acide. Donc nous avons 3 amines parce que par ordre alphabétique amino puis 2 méthyle. 2 méthyle. Et quoi comme chaîne principale? C'est pentanoïque. On demande de faire une permutation entre l'amine et le méthyle. Donc la permutation c'est quoi? Tout simplement, je redessine la molécule, COOH. La permutation c'est que le méthyle va prendre la place
de l'amine et l'amine va prendre la place du méthyle. Donc on va retrouver NH2 ici et CH3 ici. Donc je laisse la structure en perspective et je numérote cette structure. Donc j'obtiens comme nom acide, cette fois-ci 2 amino, 3 méthyle, pentanoïque, ou pentane si vous voulez, 1 weak, c'est la même chose, pentanoïque ou pentane 1 weak, donc par convention on admet les deux. Donc qu'est-ce qu'on demande d'autre? Donc B2 est obtenu, donc nous avons B1 qu'on a représenté ici dans l'espace, à ce niveau-là, et B2 qui est obtenu par une rotation. Nous avons fait une rotation qui va permettre de donner B2. Donc on va voir qu'est-ce que cela donne au niveau de Neumann, de la représentation de Neumann. Donc lorsque on cherche à déterminer la représentation de Neumann, on précise toujours l'axe qui est ici dans ce cas-là, C2, C3. Et qu'est-ce que cela implique? Cela implique qu'il va falloir qu'on numérote parfaitement bien notre structure. Donc là, on l'a déjà fait, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Là, nous avons 2 carbones. Donc vous voyez très bien que l'axe C2, C3, donc on commence par regarder le carbone numéro 2 d'abord. Donc l'œil de Neumann va se situer à ce niveau-là. Il regarde le carbone numéro 2 et le carbone 3 se trouve derrière. Donc la représentation de Neumann pour B1, ça serait ça, COOH. Après nous avons H ici qui se trouve à droite de l'observateur, NH2. Après on fait le carbone, ça c'est le carbone numéro 2. Le carbone numéro 3, donc nous avons le H qui est à gauche ici, le CH3 ici, et puis le C2H5 qui est en bas. Après on fait la même chose, on a toujours 1, 2, 3, donc l'axe C2C3, l'observateur va se trouver donc à ce niveau-là, il va regarder la molécule dans ce sens. Donc on dessine cette représentation-là, cette fois-ci c'est NH2 qui se trouvera ici, COOH, et puis H à gauche. Après vous avez H qui se trouve, donc vous voyez que le carbone numéro 3 n'a pas vraiment bougé. C2H5, donc le carbone numéro 3 n'a pas bougé, donc on se repère par rapport à lui pour essayer de déterminer l'angle de rotation. Donc au départ nous avions ici le COOH, on va le retrouver ici, donc on est passé de là à là. Donc, θ, qui est l'angle de rotation, est égal à combien? Est égal à 120 degrés. Donc après, donc on demande la relation qui lie ces deux structures. Ce sont des stéréoisomères. Donc, obtenus, le passage de l'un à l'autre est obtenu par une rotation. Donc ce sont des isomères, des stéréoisomères ou des isomères de conformation. On va mettre stéréo. Donc B1 et B2 sont des stéréoisomères de conformation. Après, on demande de les représenter selon Fischer. Donc vous voyez très bien que, tout d'abord, pour faire Fischer, il va falloir donc éclipser la chaîne principale. Donc, on a plusieurs solutions de rotation. Donc là, ça voudrait dire que, par exemple, on ramène ce C2H5 en face de la fonction acide pour obtenir... donc on fait une rotation carrément de 180 degrés pour obtenir donc cette structure-là, COOH. Après nous avons, ça n'a pas bougé, donc H, NH2.
Après, vous avez donc C2H5 qui se trouve à ce niveau-là. Il faut faire attention que cette fois-ci, c'est le CH3 qui va être vers l'avant et le H qui va être à l'arrière du plan. Donc on peut très bien observer directement selon Fischer, mais on peut également faire un basculement de cette molécule pour la mettre de cette manière-là, c'est-à-dire avoir COOH ici. Après, vous avez C2H5 ici. Après, vous avez donc le H qui est derrière le plan et le NH2 ici. Et puis, toujours pareil, donc le H derrière le plan et CH3 ici. Donc cette fois-ci, Fischer va se situer à ce niveau-là. Il va regarder, il va se situer plutôt de ce côté-là, parce qu'il faut que la chaîne principale soit à l'opposé de Fischer. Donc là, j'efface cette partie-là. Donc Fischer va être écrit de cette manière-là. Nous avons CO2H, après C2H5 en bas. Et qu'est-ce que voit Fischer qui est ici? Donc il regarde la molécule dans ce sens. Il voit le NH2 à sa droite et le H à gauche. Et puis le carbone numéro 3, c'est le CH3 qui est à sa droite et le H à gauche. Donc nous avons bien entendu 1, 2, 3 et 4. Pour B2, donc on voit très bien qu'on peut faire, pour éclipser la chaîne principale, on va le faire dans ce sens. On va rapatrier un peu le CO2H qui est derrière le plan de manière à ce qu'on le mette dans le plan. Donc on fait une rotation de 60 degrés dans ce sens. Donc on obtient la structure suivante. CO2H, C2H5. Après vous voyez que c'est l'azote, c'est le NH2 cette fois-ci qui va aller derrière le plan. Et puis le H qui va rester toujours devant le plan. Et puis ce côté-là, ce carbone numéro 3 n'a pas bougé. Donc, H va rester là et CH3 va rester de ce côté-là. Donc, on fait un basculement toujours pareil pour faciliter la lecture. Donc, on obtient quelque chose qui ressemble à ça, CO2H. Donc, là, vous avez le H devant et le NH de derrière. Et puis, C2H5. Après, vous avez donc le H devant et le CH3 derrière le plan. Et Fischer, cette fois-ci, va se situer à ce niveau-là. Il va regarder le carbone qui porte le numéro 1. Après, il dessine ce qu'il observe. CO2H, C2H5. Et puis, vous avez le H à droite et NH2 à gauche. Pour le carbone en bas, nous avons le H à droite et le CH3 à gauche, selon Fischer. Donc avec ça, on aura terminé cette série de TD. Je vous remercie de votre attention.